Ok les gars, bienvenue à tous. On démarre la semaine avec des bonnes nouvelles. Et donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout s'est bien passé. Moi j'étais pas mal occupé. Et donc on revient cette semaine et on va voir ce qu'on a. Et apparemment les marchés qui sont tous dans le vert, que ce soit aussi bien au niveau de la crypto que les marchés boursiers. Et les indices américains qui bondissent pour commencer la semaine. Avec l'espoir d'une baisse des taux de la Fed, enfin. Cela pourquoi apparemment l'économie américaine ralentit enfin. En avril, seulement 175 000 emplois ont été créés contre 315 000 en mars. Donc on voit que l'économie américaine se refroidit un peu. Enfin, c'est ce qu'on attendait. Et que tout part dans le bon sens, enfin. Donc le secteur des services est passé dans le rouge pour la première fois en 15 mois. Donc 67% maintenant des investisseurs pensent que la Fed va enfin baisser ses taux. Et au vu de comment ça part, j'ai l'impression qu'on va aller dans ce sens, au moins une baisse de taux. Puisque voilà, les semaines passées, là, les derniers jours, l'espoir était tombé quant au fait que la Fed allait baisser les taux. Enfin, ouais, que la Fed allait baisser les taux pour relancer la croissance. Bah, cet espoir est en train de revenir. On voit que finalement, on va peut-être avoir des baisses de taux avant la fin de l'année. Et l'espoir renaît. Et donc, les investisseurs sont plutôt confiants et optimistes. Et bah, ils se remettent à acheter et à accumuler des actions. Parce qu'une baisse de taux, ça veut dire ça peut favoriser à nouveau la consommation des ménages, des particuliers et faire des bénéfices pour les entreprises. Et donc, les actions qui sont derrière vont augmenter. Donc, très très bonne nouvelle. Voilà, que des bonnes nouvelles. Les rendements du trésor qui diminuent alors que l'espoir d'une baisse des taux de la Fed augmente après les dernières données sur l'emploi aux États-Unis. Donc on a eu des données, tout est bon de manière générale. Tout va dans le sens. Maintenant, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a la Fed qui va parler en premier lieu. Apparemment, même Jérôme Powell, hein, dès aujourd'hui, va parler. On a les chiffres du chômage et surtout, comme d'hab, la saison des résultats des entreprises ici avec Palantir aujourd'hui ce soir, c'est la principale attraction. Palantir, c'est l'entreprise de données, des données par rapport même à l'intelligence artificielle, tout ça. C'est une entreprise qui est sélectionnée hein, par le gouvernement américain. La CIA, le FBI utilisent les données de Palantir voilà, par rapport aux guerres, tout ça. Et Palantir a développé un logiciel AIP qui utilise l'intelligence artificielle et là qui est très développé, hein, qui permet voilà, d'anticiper et qui permet d'aider toutes les entreprises voilà, pour économiser et tout ça. Donc ça, c'est pas mal. Demain, on pourra noter Walt Disney avant l'heure d'ouverture des marchés. Et sinon, mercredi, c'est là où on a la journée avec le plus d'entreprises voilà, qui sont plutôt dans la tendance comme Uber, ARM. Moi, j'attends beaucoup d'ARM. Hein. C'est ARM qui m'intéresse dedans. On a Robinhood. Robinhood, on a une mauvaise nouvelle pour le coup par rapport à Robinhood. On va y aller dessus tout à l'heure. Et bah, vous avez Shopify qui est toujours intéressant. Shopify, la pépite du Canada. Et Airbnb pour voir à peu près comment se comporte le marché de l'immobilier, tout ça. Et ensuite, jeudi, bon, Roblox, bon, un peu moins. On a Marathon Digital qui m'intéresse, l'entreprise de minage de crypto-monnaie qui a jeudi en fin de journée. Donc voilà. Donc voilà pour les entreprises, on verra ça. Pour le coup, cette semaine, quand même, on n'a pas d'entreprise qu'on appelle les 7 magnifiques là. Voilà, c'est pas ces entreprises là que vous voyez qui vont faire bouger les marchés. Donc il y a des entreprises intéressantes là, Palantir, Uber et tout ça, Airbnb, mais c'est pas suffisant. C'est pas ces entreprises là qui vont impacter Wall Street et tout ça. Mais c'est intéressant de les voir. Donc maintenant, on va quand même parler des scénarios pessimistes et baissiers. Et le marché des actions, apparemment, va mal se terminer selon le Bank of America. Donc, une des plus célèbres banques, une des 5 grandes banques américaines, qui prévoit une récession ou un crash. Donc, moi, au vu de ce qui se passe des données américaines, j'y crois pas. Après, voilà, la banque, il y a des analyses derrière. Voilà, c'est des grandes banques. Je ne sais pas s'ils cherchent à faire paniquer ou pas. Mais voilà, il y en a qui ont un scénario baissé. Il faut le noter aussi. Et là, par exemple, on a des données qui sont pas très très bonnes. Ici, on a la courbe des taux qui est inversée depuis plus de 500 jours. Et en vrai, cela ne s'est produit que 3 fois depuis 1920, depuis les années 1920. En fait, on a eu une fois en 1900,
29. Ensuite, une deuxième fois en 1974. Et là, dernièrement, à la dernière grande crise, c'était en 2008. Donc, à chaque fois, dans les trois cas, le marché a chuté de plus de 50%. Et quand on parle de marché, on parle du marché boursier. Donc là, on a une nouvelle fois la courbe des taux qui a inversé depuis plus de 500 jours. Et les dernières fois que ça s'est passé, les marchés ont craché fortement. Donc, quand on sait que même des analystes, enfin même Robert Kiyosaki parle d'une hécatombe économique à venir, d'un crack des marchés, il faut être prudent. C'est vrai que ça fait peur, mais je sais pas. Quand on regarde les données américaines, on dirait que maintenant, les économies, les États vivent bien avec leurs dettes et qui explosent toujours plus. Voilà. On dirait qu'ils ont la maîtrise de la situation, même si ça va pas du tout. Après, sur les marchés, c'est comme ça, hein, il faut que ça tombe et ça craque à un moment pour épurer le marché, pour que ça reparte. Est-ce que ça va être à court terme? Je sais pas. Mais il faut noter, il faut prendre ça en compte. C'est-à-dire que en gros, moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bah, garder du cash, hein, finalement, de côté et pas tout mettre et se laisser, voilà, au cas où ce scénario arriverait. Après, voilà, on a souvent envie de tout mettre pour optimiser nos gains, donc faut voir. Surtout que vous avez des événements. Ici, vous avez Poutine qui ordonne des exercices d'armes nucléaires au cas où, parce que les situations peuvent s'envenimer à tout moment. Et en fait, on n'est pas très loin aussi d'une guerre mondiale. Voilà. J'y crois pas trop, mais c'est là, dans un coin de nos têtes. On ne sait pas. Ça peut s'envenimer. Surtout que, bon, vous savez, il y a les BRICS qui se développent. Il y a aux États-Unis, Donald Trump, là, on va y aller sur lui tout de suite, là, mais qui semble va peut-être gagner les élections. On sait que le camp, là, le camp Macron, tout ça, là, Joe Biden, ils sont prêts à tout. Ils sont Zelensky et tout. Ils sont prêts à tout pour se faire réélire, pour conserver leur poste, même à des guerres. Ils sont même prêts à des guerres. Et donc, voilà. Et Poutine le sait bien. Et là, voilà, il se prépare. Vous avez la Corée du Nord aussi qui est prête, qui fait des exercices. Tous se préparent, donc faut voir. Ça peut faire capituler les marchés, ça peut faire s'écraser et provoquer un crack des marchés. Donc faudra voir ça. Maintenant, on a eu dans les résultats des entreprises Berkshire Hathaway, qui est très surveillée, hein, l'entreprise de Warren Buffett, considérée comme le meilleur investisseur, Warren Buffett, le meilleur investisseur de l'histoire. Et donc, parce que lui, il a la patience, en fait, il utilise les intérêts composés, tout ça. Et donc, l'entreprise de Berkshire Hathaway dispose de 189 milliards de dollars en espèces. Et justement, bon, il a beaucoup de cash, hein. Et justement, Buffett, qui est très intelligent, hein, dans l'investissement, s'attend à faire des bonnes affaires dans une grave récession ou même dans un crack économique. Donc lui, il est très prudent, hein. Et dans un investissement, c'est ce qu'il faut être. Il faut être prudent pour gagner, ou prudent et patient. Ce que personne n'arrive à faire. Tout le monde vise le million, tout le monde est pressé, tout le monde veut faire des fois 50 en crypto et vise le million, alors qu'il faudrait déjà viser les 50K et à terme les 100K, qui est très difficile à avoir pour la plupart, hein. Il y en a qui ont peut-être des capitaux au-dessus de ça, mais la plupart visent déjà le million, alors qu'ils n'ont que quelques dizaines de milliers, voire voilà, ou même pas. Donc, et c'est ça le truc, le secret, c'est que voilà, faut patienter, garder du cash, être patient et profiter des bonnes affaires. Mais personne, voilà, tout le monde met le paquet pour vite, et sur les altcoins, les mêmes coins et tout ça, pour vite essayer d'optimiser les gains. Et donc, Warren Buffett, en tout cas, lui est prêt et attend cette récession ou attend les cracks économiques pour injecter et voilà, et rentrer à des prix convenables sur les entreprises. Donc, l'IA, moi, c'est principalement là le secteur où je suis établi dans mes investissements en bourse. Et là, je voulais souligner, là, j'ai fait des recherches là, courant ce week-end. Voilà. Et là, je vais mettre l'accent sur l'électricité. Et en fait, l'énergie, l'électrique qui va exploser. Voilà, il y a des actions en bourse pour ça. Et il faut souligner ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'IA pourrait provoquer un boom du gaz naturel. Mais même, en fait, ouais, du gaz, mais oui, des prix de l'électricité, même du nucléaire, en fait. Alors que les compagnies d'électricité font face à une demande croissante d'électricité. Vous voyez?
Et donc, c'est l'IA, en fait, avec les centres de données qui utilisent énormément d'électricité, mais vraiment à des coûts, voilà. Et en fait, comme on va avoir de plus en plus de centres de données qui vont s'ouvrir, parce que voilà, l'IA, ça consomme de l'électricité. Et en fait, ça fait les beaux jours des entreprises, on va dire, qui fournissent de l'électricité naturelle, tout ça. Et donc, on va aller voir ça. D'ailleurs, vous avez ici Constellation Énergie. Donc ici, vous voyez le Constellation ici. C'est l'entreprise qui possède le plus de sites nucléaires aux États-Unis. Et ils desservent aussi d'autres pays. Ils ont plusieurs secteurs. Mais voilà, et c'est en tout point, hein. Ils vous proposent des factures d'énergie, de l'électricité directement aux ménages, aux clients, aux particuliers. Mais ils, ils ont aussi beaucoup de nucléaire. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont surperformer même en bourse, tout ça. Et donc, vous avez ici Vistra, qui est une entreprise où la capitalisation est dans les 26 milliards, mais plus petite. Mais Vistra, voilà, ils viennent d'acquérir Arbor Energy, donc une entreprise qui est spécialisée dans le nucléaire. Et en fait, ils vont fournir de l'énergie nucléaire. Vous voyez, énergie Arbor. Voilà, Vistra a finalisé cette acquisition. Et ils vont fournir beaucoup de nucléaire pour alimenter les centres de données pour l'intelligence artificielle. Et ça, c'est une croissance exponentielle. Et Vistra, vous allez le voir ici. Donc ça, tout ça, c'est pour alimenter ça, là. Les centres de données que vous voyez ici, là. Vous voyez ? Donc, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, les centres de données, c'est des immenses salles de serveurs. Voilà, par rapport pour l'intelligence artificielle. Vous voyez les images ici. Donc voilà, ça sert à alimenter ça. Et ça, c'est très gourmand en énergie électrique. Et regardez, si je vous compare les courbes, ça, c'est sur un an. Vous voyez? Et tout le monde parle de Nvidia qui a explosé en bourse. Nvidia, plus 214% sur une année. Et bien, sachez que Vistra, en bleu ici, fait mieux que Nvidia. Et là, je vous ai mis Nvidia qui représente l'intelligence artificielle en bourse et Bitcoin qui représente un peu les cryptos. On va dire la moyenne des cryptos. Bon, mais en tout cas, ici, vous voyez que CEG, c'est Constellation Énergie en orange, là. Vous avez aussi Bitcoin en orange, mais CEG, CEG fait mieux que le Bitcoin sur une année. C'est plus 151% pour CEG. Et Vistra, plus 254%. Donc un x4 et x5 pour Vistra depuis un an. Donc vous voyez que... Et là, ça va s'accélérer pour ces entreprises. Donc, vous voyez que ça surperforme même des entreprises comme Nvidia, qui sont en pleine hype d'intelligence artificielle. Et donc, ça, c'est sur un an. Si on vient même sur 6 mois, vous voyez que sur 6 mois, voilà. Vistra, c'est pas mal. Vous voyez, CEG, c'est un peu en dessous maintenant d'Nvidia sur 6 mois. Et dans les 3 mois, regardez. Donc, vous voyez que sur les 3 derniers mois, regardez, Vista et CEG surperforment Bitcoin et Nvidia. Donc, vous voyez que c'est parce que c'est récent. En fait, maintenant, les coûts commencent à devenir d'électricité commencent à devenir chers et ils commencent à peine à avoir une forte demande pour l'énergie électrique, pour le nucléaire. Et là, ça va s'accélérer avec l'IA. Comme la demande va exploser et d'ici à l'horizon 2030, on va avoir des multiples encore de x5, x10 pour la demande de nucléaire, tout ça. Donc, c'était un petit point, mais très important pour que je voulais vous mettre en lumière. Je sais que personne quasiment ou très peu investissent en bourse. Tout le monde veut l'Eldorado des cryptos et faire le maximum de croissance. Mais ça, c'est une part de croissance quasiment garantie puisque ces entreprises-là apportent réellement de la valeur au quotidien. Alors que les cryptos, c'est encore de la spéculation. Là, on est à l'époque de l'IA, pas encore de la blockchain ou du Web3, même si on en parle depuis 10 ans. Les cryptos, tout ça, on n'est pas encore arrivé sur le Web3, la blockchain, le métaverse. Ça se développe, mais on est encore en phase de régulation. Si vous regardez bien de loin, il n'y a personne encore qui utilise les cryptos réellement. Très peu font des transactions en Bitcoin. Par contre, l'IA, ça explose. Et justement, d'ailleurs, là, on va arriver dessus parce que le développement, c'est assez incroyable. Là, on a déjà Elon Musk qui vient de lancer un résumé d'actualité sur X Twitter, là, la plateforme où je suis là actuellement. Et de plus, on a d'énormes développements, donc on va voir ça. Donc Elon Musk qui lance ici une fonctionnalité d'histoire pour fournir aux utilisateurs des informations précises en temps réel. C'est l'IA en fait, c'est Grok IA, l'intelligence artificielle de X qui va
vous proposer les dernières tendances, les dernières actualités. Donc encore une plus-value ajoutée sur X qui se développe bien avec l'intelligence artificielle. Et ça, c'est les abonnés premium hein, de X qui vont en bénéficier sur leurs iPhones, leurs smartphones ou leurs tablettes. Donc il faut être abonné premium pour voir les dernières tendances, les dernières actualités régies même par l'intelligence artificielle en temps réel. Hein. C'est-à-dire que dès que vous avez une actualité en temps réel, vous êtes alimenté, tout ça. Et grâce à l'intelligence artificielle, on va vous fournir directement les informations qui vous plaisent, on va dire. Mais sinon, regardez, ce qui est plus intéressant encore, c'est encore OpenAI avec Sora. Regardez les vidéos. En fait, parce que là, on pourrait faire des films. Rien qu'avec une écriture, un script, on peut créer, regardez, et avec plusieurs personnages, des robots, des humains, des femmes, des personnes âgées. Voilà, on peut créer ce qu'on veut à partir d'un script. C'est assez impressionnant. Là, on a Nvidia qui vient lancer un truc de très intéressant, Eureka, en fait, qui permet d'entraîner ces robots-là. Vous avez même des chiens robots, des choses comme ça. Et en fait, Nvidia qui développe des agents autonomes robotiques qui vont vous faire des tâches du quotidien. Et là, voilà, quand on voit dans les images, ça se développe très bien. Et ensuite, regardez le Optimus de Tesla, qui est pour le moment travaille en usine, qui travaille bien en usine, et d'ici fin 2025, qui commencera à être vendu au grand public. Et vous voyez, ça, la robotique et l'IA, on y est dedans. En fait, c'est pas un petit peu... Tout le monde utilise l'IA là. J'ai même des amis qui me disaient, voilà, moi j'utilise l'intelligence artificielle au quotidien, tout ça. Donc, on est en phase d'IA. Donc, prenez du recul. Si vous voulez vraiment faire des gains réels, et à coup sûr, bah, la croissance pour le moment est concentrée sur l'intelligence artificielle avec les serveurs de centres de données et avec l'électricité qui alimente tout ça. Donc c'est là où il y a la croissance mais réelle. Les cryptos, c'est de la spéculation pour l'instant. Donc il faut investir, anticiper, oui en avance. Mais la vraie, si vous voulez des bénéfices sûrs, parce qu'en vrai pour l'investissement, il faut y aller de manière lente mais sûre. Avoir des gains sûrs. Aujourd'hui, personne ne peut dire ce qui va être de Ripple ou de Ethereum là d'ici un an. Au vu avec les problèmes de la SEC, voilà. Même Binance, on ne sait pas si voilà, il peut y avoir une autre histoire de fraude. Voilà, les cryptos, hormis le Bitcoin quand même, c'est compliqué, voilà. Alors que et les altcoins, je vous en parle pas. Par contre, tout ça, c'est réel. Et les gens vont consommer l'intelligence artificielle, vont faire des choses avec. Et là, il y aura des vrais bénéfices avec. J'essaie pas de détourner de la crypto. Je dis juste où est la valeur réelle actuellement. Si vous voulez avoir des gains garantis. Maintenant, si vous voulez spéculer et des choses comme ça, bien sûr, la crypto, ça rapporte plus. Donc voilà, et justement avec l'intelligence artificielle, on a de quoi, de la croissance qui va arriver très rapidement avec justement là, ici, là, les résultats d'NVIDIA qui vont arriver bientôt. Et vous savez que quand NVIDIA dévoile, ça alimente et ça fait exploser toutes les cryptos et même les altcoins en crypto. Et surtout la sortie bientôt là, de GPT-5 qui va donner un coup de boost encore à l'adoption de l'intelligence artificielle. Donc le battage médiatique sur l'IA est sur le point de revenir. Donc voilà, et ça c'est du réel, c'est du concret. Donc voilà par rapport à ça, à l'IA. Maintenant, dans le reste des actualités aux États-Unis, Donald Trump, comme je le disais, voilà, et partout où il passe, là, il a fait un tour là, vers la F1 à Miami. Et là, il est adulé, mais de manière incroyable. Alors que Joe Biden, partout où il passe, il n'y a personne. Donc dans les faits, Donald Trump a une cote très très élevée. On le voit à ses passages, des trucs comme ça. Et là, quand vous voyez, en fait, là, pour une personne de 78 ans, là, Donald Trump, ce week-end, il a été à un procès à New York. Ensuite, il est revenu en Floride avec 3 heures d'avion et 2 heures de voiture. Et ensuite, samedi, il a fait une présence dans le Parti républicain. Et ensuite, dimanche, il est allé au Grand Prix, Grand Prix à Miami. Enfin, dimanche, Grand Prix à Miami. Et ensuite, retour à New York avec 3 heures d'avion et 3 heures de voiture. Donc, en fait, il fait des allers-retours à la gauche, à droite. Pour une personne de proche de 80 ans, c'est énorme tout le travail qu'il fournit. Après, voilà, hein, il postule au candidat de la première économie mondiale. Donc, il faut se donner. Mais voilà, c'est un bosseur, hein. C'est un bosseur et tout ça. Après, la caste fait tout pour le bloquer, pour l'empêcher. Mais bon, on verra ça. Mais il est bien parti en tout cas pour être élu en tout cas.
Donc, avant de passer en Europe, le Canada, rapidement, qui propose une pénalité de plus de 25 000 euros. J'étais obligé de vous passer cette actualité, plus une double taxe de sortie pour ceux qui quittent le pays pour aller vivre ailleurs. Donc voilà, si vous quittez le Canada, voici à quoi vous êtes exposé. Voilà, on va vous taxer, le Canada va vous taxer et vous prendre une pénalité de 25 000 dollars si vous quittez, si vous osez vous expatrier. Donc voilà maintenant les États occidentaux, voilà à quoi s'attendre. Donc c'est bon, c'était un petit fait, ça m'a un peu surpris, donc je le passe. Bon, voilà, après il y a quelques Canadiens, d'ailleurs je salue Samuel et tout, les Canadiens de la chaîne, et force à vous en tout cas. Mais voilà ce que les pays sont capables de faire. Et ça m'étonnerait pas que ça arrive en France ou dans d'autres pays occidentaux là. Donc sinon, les marchés européens qui augmentent, alors que les traders ici évaluent d'éventuelles réductions de taux et les nouvelles données PMI. Donc voilà, les marchés, on va dire, européens sont alimentés par ce qui se passe aux États-Unis et augmentent dans le même rythme que les marchés américains. Donc souvent, les marchés européens sont influencés par les données américaines et les bourses américaines. Donc ça ne change pas. En tout cas, bon, l'activité économique de la zone euro croît au rythme le plus rapide depuis près d'un an. Donc ça va. Finalement, ça se passe plutôt bien dans l'activité économique de l'euro. Après, de manière générale, hein, l'Europe est en déclin quand même. Mais voilà, quand on regarde, ils se font quand même des bénéfices et ça augmente. Donc tant mieux pour l'Europe. Maintenant, zone euro, bah, les arguments justement pour une baisse des taux se renforcent. Hein. Avec tout ce qui se passe là, je vous ai montré l'actualité américaine, avec l'économie américaine qui ralentit. En Europe, ça avait déjà ralenti bien comme il faut. Christine Lagarde parlait déjà d'une baisse de taux. Et bah avec tout ce qui se passe même aux États-Unis, bon bah là, les baisses de taux deviennent de plus en plus crédibles. C'est pour ça que tous les marchés, même européens, là, sont en hausse là. Donc que des bonnes nouvelles, ça fait plaisir. Maintenant, bon. À chaque fois, hein, je suis obligé de passer par Macron, là, ça m'énerve, mais bon. Notre cher président, enfin, voilà. Limite, j'ai pas envie de le considérer comme notre président, mais voilà, il vient de recevoir une visite de haut rang, la visite chinoise de Xi Jinping. Et voilà, même avec cette visite, il a son maître, Madame Ursula von der Leyen, la chef de l'Europe. Voilà, l'humiliation pour Macron. Non seulement il a convié Ursula von der Leyen pour l'entretien ce matin avec le président face à chinois à l'Elysée, mais de façon insupportable. Il montre que la France est sous tutelle, en fait. Vous voyez, il est obligé en fait, ça peut plus être une réunion juste avec la France-Chine. On est obligé d'invoquer l'Europe et tout ça. Bon, après, Macron, dans son cerveau, il est européiste à fond et mondialiste à fond. Et lui, il voit que l'Europe. Il voit même plus la France, il voit que l'Europe. Mais bon, en tout cas, c'est insupportable qu'il y a son chef là à côté pour négocier pour la France, tout ça. Donc, pour Macron, voilà, il peut plus faire les choses seul. Et je pense qu'il perd le respect. Et bah, plus le temps passe et plus il perd le respect là. Donc à mon avis, Xi Jinping, bon, il fait son devoir, mais il doit même pas le respecter, hein, je vous le dis. Là, regardez, hein, ici, donc la réunion qui s'est tenue. Ici. Et donc voilà, Macron voilà, c'est à l'Elysée, mais voilà, il faut la présence d'Ursula von der Leyen. C'est incroyable. Elle qui va passer, elle est convoquée hein, au tribunal de Bruxelles pour les SMS, là, et les vaccins, tout ça, face à quelques États et face à Florian Philippot, tout ça. Donc on verra. En tout cas, voilà, Macron se sent obligé d'inviter Ursula von der Leyen. Et il voulait inviter Olaf Scholz, le chancelier allemand, et Scholz a refusé. Hein. Et Scholz est allé en visite seul en Chine pour visiter Xi Jinping sans Ursula, tout ça. Donc on voit qu'il n'y a que la France qui est soumise et qui est 100% soumise à l'Union européenne. Les Allemands, là, commencent à faire cavalier seul. On verra jusqu'à où ça va aller. Donc regardez, le président chinois ne regarde même plus Macron, mais directement sa patronne Ursula von der Leyen dans cette image. C'est symbolique. Hein. On est à l'Elysée, ça devait être une réunion France-Chine. Et là, en fait, voilà, les Chinois qui parlent directement en fait, avec ceux qui contrôlent l'Europe. Hein. Donc, bon. C'est triste, mais voilà comment la France est. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que la Légion étrangère, la française,
ici, la Légion française est entrée à Chazov Yar. Pour l'instant, seules ses pertes sont connues. Donc apparemment, la Légion a commencé à s'infiltrer en Ukraine. Et là, on voit qu'il y a eu des confrontations entre la Légion française et l'armée russe. Donc voilà, en particulier à Chazovoy Yar. Et donc, apparemment, il y a déjà des pertes. Donc selon des officiers militaires, les légionnaires se sont affrontés avec les Russes lors d'une fusillade près de Chazovy Yar. Donc c'est précisément le site d'étrangers qu'un missile russe a récemment atterri à Slaviansk. Donc selon une certaine source, une centaine de militaires étrangers auraient été éliminés, dont des Français. Donc voilà les pertes françaises qui commencent. Voilà. Voilà, ça, c'est la folie de Macron, d'envoyer des légions et tout ça. Donc, c'est parti par rapport à ça. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est des rumeurs, bon. Mais ça a l'air d'être réel. Et Macron, lui, qui est, on dirait, fait machine arrière. Donc, le président français Macron retire ses commentaires sur l'envoi de troupes en Ukraine et demande un accord de paix avec la Russie. Donc, apparemment, dans ses dernières déclarations, bon, voilà. Je ne vais pas déclarer ce qu'il a écrit ensuite, mais... on ne sait pas. Macron, de toute façon, voilà, il a des allées, des retours, on ne sait pas trop ce que ses plans, tout ça. En tout cas, Charles-Henri Gallois rappelle toute l'incompétence de Macron. Donc, il faut rappeler que Macron, c'est lui qui a fait les emprunts indexés sur l'inflation. C'est lui qui a fermé Fessenheim. Donc, tout le nucléaire qu'on a besoin. Et la France était un pays du nucléaire avant. Et ben, il a fermé des sites. Et voilà, les sanctions contre-productives contre la Russie, c'est Emmanuel Macron. 1000 milliards de dettes en plus, c'est Emmanuel Macron. Le bradage d'Alstom, Alcatel, voilà, Technip, etc. Donc voilà, tout ça, c'est lui, ces bradages d'entreprises, de fleurons français. Et la destruction des services publics, dont EDF, c'est aussi Monsieur Emmanuel Macron. Donc cet homme nous ment, nous ruine et nous humilie. À cause de son incompétence et de son euroflatterie, la France est en train de sombrer. Donc voilà ce qu'on a à la tête de l'État. Et j'espère que les gens, déjà aux élections européennes, feront le bon choix. Et aux prochaines élections, feront tout pour éjecter Macron là. Donc voilà, on va passer aux actions asiatiques. Les actions asiatiques qui suivent les gains de Wall Street, alors que les données de l'emploi aux États-Unis, plus faibles que prévu, alimentent les espoirs d'une baisse de taux. Donc voilà, non seulement Wall Street, là, ce qui se passe aux États-Unis, ça a impacté l'Europe dans le positif, mais aussi les marchés asiatiques. Donc ce qui se passe aux États-Unis, c'est vraiment, c'est mondial en fait. De l'actualité aux Américains. En fait, tout se passe, c'est à Wall Street que ça se passe. C'est la place de la finance mondiale, le Wall Street à New York. C'est là-bas que l'économie se passe, la vraie finance. Et ça impacte le monde entier. En attendant, le groupe chinois Ant redouble d'efforts pour son expansion mondiale en proposant des paiements transfrontaliers Alipay. Donc là, Ant, filiale d'Alibaba, qui est la branche de paiement, là, va commencer à s'expandre internationalement. Et là, Alipay, ça pourrait concurrencer les PayPal, les Apple Pay, Google Pay. Donc là, attention, les Chinois qui, voilà, déjà dans le côté véhicule électrique, ils sont en train d'envahir l'Occident, tout ça, le Moyen-Orient et tout ça, avec leurs plusieurs modèles de véhicules électriques. Et là, maintenant, c'est avec les paiements. Les Chinois sont là. Attention, même si ça se passe mal dans l'immobilier, tout ça, la Chine se développe vite. Donc, je dis pas attention, mais je dis en tout cas, tant mieux. Tant mieux, ça peut rééquilibrer les forces avec les États-Unis, tout ça. Donc, on va passer maintenant, après l'actualité macroéconomique et internationale, aux crypto-monnaies et les actions qui, surtout des cryptos, qui suivent la tendance, là, les bonnes nouvelles, qui augmentent, surtout MicroStrategy, où je suis investi. Donc pour très peu, pour quelques centaines d'euros. Mais MicroStrategy, c'est vraiment un bon coup à jouer dans les actions qui peut fortement augmenter en croissance si ça se passe bien pour les cryptos. Et là, comme les cryptos remontent, voilà, il y a beaucoup de volatilité. Et MicroStrategy, l'entreprise de Michael Saylor, qui explose. Et donc même les crypto-monnaies le Bitcoin qui est repassé au-dessus de la barre des 65 000. Donc voilà, la hype revient. Donc ici on peut voir, bon, là c'est plutôt mitigé, il y a du rouge et du vert, mais de manière globale, Bitcoin, voilà, bon, c'est parce que le Bitcoin là est redescendu là un peu dans ces dernières minutes. On est passé de 65 400 à 63 200.
Donc là, dans les dernières minutes et les dernières heures, c'est un peu retombé. Et là, ça impacte un peu les altcoins. Donc c'est mitigé à l'heure où j'enregistre. Mais de manière générale, on est sur la semaine, regardez, on est bien remonté là. Vous voyez, Render plus 27%. Ça se passe bien. Ça se passe bien pour les cryptos, c'est reparti. Donc, et même la corrélation là, entre Bitcoin et le Nasdaq c'est un des indices américains, l'indice de technologie, n'a pas été aussi faible depuis juillet 2021. Donc la corrélation entre Bitcoin et Nasdaq se rapproche là. Et c'est normal parce que et les cryptos et le Nasdaq, la bourse américaine, sont focus sur ce qui se passe par rapport à l'inflation et les taux d'intérêt. Tout est focus sur ça. Donc, ils font à peu près les mêmes mouvements là. Donc, en tout cas, bon, malheureusement, ce qui se passe à Hong Kong, là, les ETF qui ont été lancés, Bitcoin et Ethereum à Hong Kong, bah voilà, le volume, c'est seulement 7 millions de dollars de volume. C'est très, très peu. Voilà, c'est pas Hong Kong qui va alimenter vraiment les cryptos, mais c'est quand même un pôle de croissance. On va quand même le prendre. C'est déjà une bonne chose. Après, on espère que dans les prochains jours, il y a plus de, voilà, de clients qui vont acheter ces ETF basés sur le Bitcoin et Ethereum là-bas. Mais bon, c'est pas de là que va venir le retour en force du Bitcoin. Maintenant, voilà, le Bitcoin continue ses caps symboliques, ses adoptions, son adoption, tout ça. Et là, le cap des 1 milliard de transactions sur le réseau du Bitcoin a été franchi. Donc, sur le réseau de Bitcoin, on a franchi les plus de 1 milliard de transactions de manière générale depuis le début que le réseau du Bitcoin existe. Voilà. Et la milliardième transaction a été minée dans le bloc 842-241, enfin 842 millions 241, voilà. Enfin 842 000, pardon, 241 à 21h34 hier. Donc voilà, on a passé le cap du milliard de transactions sur le réseau. C'est une bonne chose, ça participe à l'adoption. Petit à petit, le réseau du Bitcoin est de plus en plus utilisé. En attendant, on a des baleines géantes d'alcoins qui se réveillent. Elles ont acheté des altcoins, y compris un achat massif de PP. Donc, on va s'attarder sur le Bitcoin, mais rapidement, ça, j'aurais dû mettre cette actualité juste après pour les altcoins. Donc, on va revenir sur ça même. Je vais passer ça un peu plus tard. Et donc, on va se concentrer déjà sur le Bitcoin. Et un portefeuille Bitcoin inactif depuis plus de 10 ans a transféré l'intégralité de ses 687 BTC d'une valeur de plus de 44 millions de dollars vers une nouvelle adresse. Donc en général, quand on a ces mouvements-là massifs de baleines qui se réveillent au bout de 10 ans ou des choses comme ça, c'est qu'il va se passer quelque chose d'énorme. Le portefeuille avait reçu 697 bitcoins le 11 janvier 2014, alors que le prix était de 917 dollars par BTC. Et là, avant le BTC, à cette époque-là, le 11 janvier 2014, ça valait 917 dollars. Aujourd'hui, un BTC, c'est dans les 63 000 dollars. Vous voyez, le gap, ça augmente très vite. Et donc, là, vous avez toutes les preuves ici du déplacement de la baleine. Tout est tracé, tout ça. Donc, voilà. Mais en tout cas, les baleines en Bitcoin, les baleines, c'est ceux qui possèdent énormément pour plusieurs milliers, voire plusieurs millions d'actifs. En fait, et là, de Bitcoin ou d'autres cryptos. Et donc là, ces géants, là, ces gros portefeuilles qui se mettent à se déplacer et à se préparer, là. Peut-être à faire des bénéfices encore. Donc, tant mieux par rapport à ça. Et donc, voilà, regardez l'accumulation. Les whales accumulent. Voilà, c'est énorme. L'accumulation, là, par rapport à l'image. Regardez, dans les dernières 24 heures, l'énorme accumulation massive. Ici, là. Depuis janvier 2024, regardez ça. C'est une explosion d'accumulation. Donc les gens se préparent. Hein. Enfin, les baleines, les trucs comme ça. Là, c'est surtout les baleines qui accumulent massivement. Et ça va faire exploser le Bitcoin à terme. On ne sait pas quand, mais quand le Bitcoin va redécoller, ça va être interstellaire. Hein. Ça va partir très très vite. Donc, c'est pour ça que, de manière générale, je suis plutôt très bullish. C'est pas toutes ces données. Voilà, là, on va s'attarder sur le prix du Bitcoin pour vous montrer. Mais quand on regarde le RSI, voilà, on repart dans une bougie verte. Et ça correspond, en fait. On a passé une belle vague de rouge, là. Et là, on repart, voilà, on va recommencer à faire des bougies vertes. Et là, voilà, je suis très confiant hein, pour les 70, voire au-delà 80-85K. Tout est... voilà, il nous faut un gros catalyseur, il faut de l'accumulation, mais bon, quand on voit que Jack Dorsey ou Michael Saylor accumulent pour leur entreprise, on n'a pas à s'inquiéter. Ici, c'est l'image de la miniature. On voit qu'on a cassé enfin la traîne descendante.
ont buté de manière négative. Là, on est passé au-dessus. On a une boule verte enfin ici. Et là, on rebondit dessus. Là, on va rebondir à 63K. Là, on vient chercher ça pour nous donner de l'insufflation, enfin la puissance pour rebondir et repartir dans un nouvel élan là, vers la hausse. Donc, parfait, hein, j'ai envie de dire. Très, très bien. Donc là, le schéma qui nous attend, c'est celui-là, hein, quand on regarde. Donc voilà. Ça se décide petit à petit. Quand on regarde, on est en train de former une bullish engulfing pattern. Vous voyez, c'est un schéma très classique. Ici, on l'avait fait ici. Et là, surtout, on est en train de le refaire ici. Donc, c'est parti. C'est des schémas de trading qu'on connaît très bien. Ça se passe. Et tout se passe bien, en tout cas pour le Bitcoin à court terme. On a l'air d'être très, très bullish. Voilà. Et quand on regarde les bougies sur le mois, voilà, hein, bah ça laisse à présager que voilà, on chute légèrement pour repartir. C'est ce que ça laisse présager. Est-ce que c'est ça qui va se passer? Je sais pas. Mais quand on regarde, c'est ce que ça laisse présager. Donc tant mieux. Et voilà. Hein. Donc les baleines, les altcoins, on va voir justement sur les altcoins. Alors attendez, juste avant, encore un. Voilà, hein, vous voyez que le Bitcoin, ici. Regardez, c'est le green candle. Là, on est dans le green candle et regardez, on va rentrer dans ce rectangle blanc comme les fois précédentes où on a eu les fortes poussées là. Les grands, enfin, comment dire, les grands bull run là, c'est les phases blanches. Et vous voyez que ces phases blanches, elles diminuent. Et là, apparemment, le carré là, s'il diminue bien, ça nous emmènerait au moins jusqu'au 300K, à un plus haut sur le Bitcoin. Donc, profitons-en. C'est vrai que ça diminue sur le temps, mais c'est bon à prendre. Et on dirait qu'à terme, d'ici fin 2025, on sera dans les 300K. Moi, c'est ce que je pense. Pour moi, on sera à plus de 100K déjà avant la fin de l'année 2024. Donc vers octobre, novembre, par là, dans cette zone. Et ensuite, on va chercher le top à 300K durant l'année 2025. Donc voilà ce que j'en pense. Le meilleur reste à venir pour moi. Donc voilà, on va se concentrer sur les altcoins. Juste avant, une dernière image sur le prix du Bitcoin. Voilà, vous avez 2012, 2016, 2020 et maintenant. Bah, si on répète les 3 derniers cycles précédents, bah voilà, hein, ce qui nous attend, c'est une énorme bougie verte interstellaire. Voilà, donc c'est ce qui nous pend au nez. Maintenant, est-ce que ça va se passer? On verra. Mais ça a l'air de... Voilà, moi je suis très bullish en tout cas, à moyen terme. Pas d'ici à demain ou dans une semaine, mais dans les prochaines semaines, prochains mois. Aussi, les analystes de Bernstein réitèrent leur prédiction de 150 000 $ pour Bitcoin au cours de ce cycle. Donc voilà, eux, ils sont plutôt prudents. Ils parlent de 150 000 au plus haut, peut-être. Ils estiment que Bitcoin est loin d'être fini. Et donc, la récente correction qui a amené le Bitcoin à 57 000 $, a effectivement nettoyé l'effet de levier excessif des contrats à terme sur les exchanges de crypto-monnaies. Donc en fait, ils disent que la baisse qu'il y a eu là jusqu'à 57K, ça a permis de nettoyer, d'épurer le marché pour bien repartir sur des bonnes bases là. Donc voilà, eux ils parlent de 150 000 pour le plus haut du Bitcoin. Moi je suis un peu plus bullish. Pour moi les 150 000, on les fera d'ici fin 2024. Et ensuite, pour moi, on ira plus haut. Mais on verra. Mais c'est déjà bien. Plus de 100K, tant qu'on dépasse les 100K, ça va faire une énorme hype pour les cryptos. Donc ça, moi, j'aime bien ça. Maintenant, dans le reste de l'actualité, des altcoins, rien encore sur Ethereum qui mérite de vous faire une actualité. Donc on passe à Solana. Et Solana, regardez, Solana qui flippe Ethereum sur 24 heures. Sur les DEX, donc sur la finance décentralisée. Sur les applications, les dApps de son réseau qui concernent la finance. Parce que beaucoup disent que oui, Solana, c'est une blockchain de même coin. Voilà. Mais Solana surpasse en ce moment, Solana, le réseau, que ce soit pour les NFT, pour la finance, le gaming, Solana surpasse tout. Il n'y a pas que les mêmes coins, c'est sur tous les domaines. Donc, il ne faut pas chercher les choses comme ça. Et même moi, là, quand je fais quand je transfère des fonds, d'un exchange à un autre. En ce moment, j'utilise même plus le réseau Polygon. J'utilise le réseau Solana, en fait, pour passer mes fonds de Gate.io à Crypto.com pour récupérer mes fonds en même pas 5 minutes avec des frais très faibles. Bah, je préfère utiliser le réseau Solana. C'est plus rapide et les frais sont plus faibles que celui de Polygon. Donc, vous voyez que Solana, la blockchain est mieux. Enfin, il y a moins de frais et elle est plus rapide, la blockchain. Donc, voilà, hein. Ça continue pour Solana qui continue de battre Ethereum hein, de manière quotidienne et voire hebdomadaire. Après, sur le long terme, ils sont encore en retard, mais Solana progresse.
Donc voilà, Ripple, les progrès du stablecoin de Ripple dévoilés. Donc Ripple qui cherche à lancer un stablecoin, hein. Et là, ils vont être en... On va pas rentrer dans l'actualité, mais n'oubliez pas ça, c'est une énorme valeur ajoutée pour le XRP et pour le projet Ripple. Donc on verra, mais ça, Ripple, je pense, hein, que le stablecoin de Ripple pourrait même être le futur moyen de transfert monétaire international. En fait, ils vont tous passer par le stablecoin de Ripple pour les transferts de fonds internationaux. Moi, je le sens comme ça. Ripple peut être même choisi par les BRICS dans la création d'une nouvelle monnaie. Donc, Ripple, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de potentiel de croissance. Donc après, quand est-ce qu'ils vont sortir de ce conflit enfin avec la SEC pour exploser réellement? Voilà, c'est ce qu'on attend tous, on verra. Et donc, Robinhood qui a reçu une notice, un avis Wells de la part de... alors, je vais recharger la page. Non, elle ne se recharge pas. Ouais, une notice de la part de la SEC. La SEC qui accuse Robinhood face à des allégations de crypto, tout ça. Donc, apparemment, je ne peux pas traduire ça en français. Bon, dommage. Mais voilà, sachez, bon, c'est une mauvaise nouvelle. Apparemment, la SEC allègue que Robinhood a violé des cadres réglementaires. Donc voilà, la SEC qui attaque tout le monde. Coinbase, Binance, Ethereum, Ripple. Donc voilà, il continue la SEC. On verra ce que ça donne. En tout cas, Robinhood, l'action qui a perdu voilà, 5%. Après que la SEC leur a envoyé un avis Wells. C'est-à-dire que la SEC va les attaquer en justice. Donc l'action qui chute, l'action Robinhood. Donc, deux dernières actualités qui participent à l'adoption de masse des cryptos. Bah, déjà, le secteur de l'immobilier tokenisé. En fait, maintenant, plus tard, bah, l'immobilier, c'est pour ça que je suis de moins en moins friand de faire un achat immobilier, même locatif, de manière réelle, là, avec tout ce qu'on connaît, les notaires, passer par les banques traditionnelles. Moi, je pense que je vais investir dans l'immobilier à travers des plateformes comme Realty. Et après, avec voilà, les allocations, enfin mettre les cryptos en collatéral pour débloquer des fonds, moi, ça va être mon nouveau pan. En fait, je vais investir sur l'immobilier, mais via la blockchain. C'est pour, voilà, pour une diversification. Donc, c'est ce que je vais faire petit à petit sur le temps. Donc, les amateurs de DeFi vont pouvoir se faire plaisir sur l'outil en mise en place par Realty. D'ailleurs, je vais les suivre. Et donc, il permet d'emprunter des stablecoins en mettant en garantie ces tokens immobiliers. Donc, en fait, quand vous allez acheter de l'immobilier sur Realty, fractionné, c'est-à-dire que vous pouvez acheter l'immobilier pour même pas 50 $. Vous pouvez acheter après plusieurs tokens à 50 $, des bouts d'immobilier. Et en fait, ces bouts d'immobilier-là, vous allez pouvoir les mettre en garantie pour débloquer des stablecoins, pour emprunter des stablecoins. Et ainsi, encore, c'est un effet de levier qui va vous permettre de financer encore des biens immobiliers, d'acheter de manière fractionnée encore des biens immobiliers. Donc ça, c'est énorme. Et ça, voilà, tout le marché de l'immobilier va passer sur la blockchain. C'est un marché à plusieurs trilliards, donc c'est énorme. Et sachant que Realty va proposer bientôt... bon, attendez, ouais, je préfère pas... Mais Realty va proposer bientôt sa crypto, hein. Le REG, je sais pas, voilà, ici, ça arrive, hein. Et je pense que ça pour vous exposer à l'immobilier... Pour moi, ça va être une bonne crypto pour voilà, parce que Realty, c'est le plus gros projet de plateforme immobilière. C'est comme si aujourd'hui, vous réinvestiez sur Realty Income, par exemple, l'entreprise de biens commerciaux, d'immobilier en bourse, voilà, qui a accumulé énormément d'immobilier commercial et d'immobilier voilà, individuel, tout ça, d'immobilier pour les particuliers. Bah là, avec le token, la règle, en fait, si vous pensez que le projet, la Realty, va connaître une expansion, et bah, la crypto-reg peut être un bon investissement. Donc moi, je pense que je vais laisser pardon, des billes sur ça, voilà, pour me diversifier. Pardon, sur l'immobilier, je pense que c'est un bon point de croissance. Au lieu même peut-être d'acheter des biens immobiliers, vous pouvez investir sur le projet Realty qui va prendre en valeur. Donc intéressant à voir en tout cas, pas mal. Et dernière chose, encore pour l'adoption massive, dernière actualité. On est déjà à 43 minutes. J'essaie de faire plus court, mais bon, j'arrive... voilà, là, j'avais beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donc, Vodafone veut intégrer des portefeuilles crypto dans les cartes SIM
pour favoriser l'adoption crypto sur les appareils mobiles. Donc voilà, encore l'expérience mobile, enfin le Web3 sur le mobile. Voilà, on a Solana qui essaie de développer l'expérience mobile, tout ça. Là, voilà, on a Vodafone qui essaye de faire ça. Et donc, d'ici 2030, nous attendons à ce que plus de 20 milliards de téléphones mobiles soient en service dans un plus grand nombre de smartphones. Nous sommes donc attachés à relier la carte SIM à l'identité numérique, à relier la carte SIM au blockchain et à utiliser la cryptographie que nous avons dans ces cartes SIM pour l'intégration. Voilà, Vodafone, basé au Royaume-Uni, cherche à obtenir 1,8 milliard de prêts dans le cadre d'un plan visant à lever un total de 2,9 milliards de dollars de dette. Donc voilà, ils veulent lever des fonds pour ces projets-là. On va voir. On a le projet Conflux Network, un projet crypto mais basé en Chine, qui est réglementé en Chine et tout. C'est une blockchain de smart contract comme Ethereum et tout ça, qui eux sont en partenariat avec China Telecom. Et voilà, ils ont créé, Conflux a créé une carte SIM, voilà, pour spécial blockchain. Donc voilà, pour le mobile, tout ça, pour alimenter la cryptographie sur le mobile. Donc là, Vodafone cherche un peu à faire pareil, donc on verra. Mais c'est bien, c'est des petites idées. On ne sait pas si ça va marcher, mais ça peut amener à l'adoption massive. Donc voilà par rapport à l'actualité d'aujourd'hui. On se retrouve pour d'autres actualités. Donc vous voyez, hein, de manière générale, si je fais un bilan, moi là, les trucs de crack des marchés, j'y crois pas trop. Je suis plutôt assez positif que ce soit pour la bourse là. On va continuer en fait, l'orage est passé. Que ce soit pour la bourse et crypto, pour moi, on va continuer à monter dans les prochains jours. Donc là, c'est du vert qui nous attend pour voilà, sur le court terme. Et sur le moyen et long terme, vous le savez, je suis très bullish. Donc là, pour moi, là, on a une ligne droite. Là, tout est vert pour moi. Jusqu'à les prochains événements négatifs. Mais là, au vu de ce qui se passe avec le résultat des entreprises, tout ça, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour moi en tout cas. Après, il peut tout se passer. Voilà, les guerres, on n'est pas à l'abri, tout ça. Mais bon, en tout cas, moi, je suis très positif. Donc voilà, Spartiate, force à nous, hein. Bonne semaine à tous. On se retrouve dans d'autres actualités. Allez, à plus.